Bonjour, c'est Michel Petain, président du Collège universitaire Henri Dunant, et je voudrais vous parler aujourd'hui des valeurs globales face au trafic d'êtres humains. Euh, et, et en effet, ces valeurs globales, comme on le verra, sont juridiques et morales. Et en effet, on voit qu'il s'agit non seulement du droit positif, mais de standards moraux. Et puis, je vous dirai après ce que je vous propose comme perspective pour essayer de renforcer cette lutte, euh, sensibiliser, éduquer et former. Mais en introduction, permettez-moi de vous dire comment ces normes de droit et ces valeurs morales peuvent-elles s'articuler dans la lutte contre l'esclavage au XXIe siècle. Nous allons d'abord voir qu'est-ce que la traite des êtres humains. Ensuite, nous aurons un bref aperçu des normes globales relatives à la traite, tant en ce qui concerne le droit positif que les valeurs morales. D'une part, le droit international public, universel et régional, ainsi que les lois nationales, interdisent et sanctionnent ces formes d'esclavage contemporain. D'autre part, les valeurs morales et religieuses soulignent la dignité de la personne humaine et interdisent l'esclavage, tant dans le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Enfin, nous discuterons de différentes propositions qui pourraient permettre de lutter plus efficacement contre la traite des êtres humains. Maintenant, la traite de personnes, c'est une forme contemporaine d'esclavage. C'est un fléau universel. Il y a aujourd'hui davantage d'esclaves que jamais auparavant dans l'histoire. C'est un phénomène présent dans tous les pays et souvent invisible. Il touche entre 40 et 60 millions de personnes sous différentes formes. Le travail forcé dans l'agriculture, la construction, les travaux domestiques, la pêche, l'esclavage sexuel, les mariages forcés et précoces, la maternité forcée, les transplantations d'organes forcés, les enfants soldats, la vente d'enfants, les pires formes de travail des enfants. Les, vous voyez les chiffres, c'est 50% de victimes sont victimes d'esclavage dans le travail, 37% de, de mariage forcé, 12% d'esclavage sexuel et 71% de victimes sont des femmes et des jeunes filles et 29% des hommes et des garçons. Et 25% de ces esclaves contemporains ont moins de 18 ans. Donc, les valeurs globales. Eh bien, les valeurs globales, il y a d'abord le droit positif. La traite des êtres humains est en effet abordée par différents instruments juridiques que je détaillerai plus tard, mais maintenant permettez-moi de les passer en revue rapidement. Donc le protocole de Palerme, adopté il y a exactement 20 ans, le 15 novembre 2000, donne la première définition internationale de la traite des êtres humains. Ce protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, est presque universellement ratifié. C'est le seul traité international universel sur la traite des êtres humains. D'autres instruments universels abordent la traite des êtres humains selon différentes approches. Droit de l'homme, droit de l'enfant, droit des femmes, droit pénal international, droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, droit des réfugiés, droit international du travail, y compris sur la protection des travailleurs migrants. Comme on le verra plus tard, certaines conventions portent sur des formes spécifiques de traite des êtres humains, comme la Convention 182 de l'OIT de 1999 sur les pires formes de travail des enfants. Au niveau régional, l'ASEAN, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne et l'Union africaine ont adopté des textes spécifiques. La Convention du Conseil de l'Europe en 2005, les directives de l'Union européenne en 2011, la Convention de l'ASEAN en 2015. En outre, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1990 contient 3 dispositions sur la traite des enfants. Au niveau national, plusieurs constitutions interdisent l'esclavage, citant ainsi la Constitution de l'Inde de 1949, la Constitution de Mauritanie de 1991, la Constitution de l'Afrique du Sud en 1996. De nombreux autres pays ont adopté des plans nationaux pour lutter contre la traite des êtres humains. De plus,
des pays comme le Canada, la France et la Suisse ont criminalisé la traite des êtres humains dans leur code pénal. Et puis pour le plan des normes morales, eh bien, je vous citerai cet appel interreligieux du 2 décembre 2015, les orientations pastorales de 2019 et évidemment Laudato Si. Alors, le droit positif. Voyons déjà ce protocole de Palerme. Comme vous le voyez, 178 États partis, et puis on voit qu'il y a quelques États qui ne l'ont pas encore ratifié. Le Bhoutan, les Comores, la République du Congo, l'Iran, la Corée du Nord, les îles Marshall, le Népal, le Pakistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Solomon, la Somalie, le Soudan du Sud, Tonga, Ouganda, Vanuatu, Yémen. Si on part après sur la convention de l'OIT, la convention de l'OIT n'est pas négligeable. En effet, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui est basée à Genève, une des plus anciennes organisations internationales du système des Nations Unies, a une série d'instruments juridiques, et cette convention 82 inclut l'esclavage, la prostitution et la traite de personnes avec 187 États partis. Maintenant, les directives de l'Union européenne, ce n'est pas un traité, c'est un texte politique, mais c'est un texte politique de grande importance, en effet adopté par le Parlement européen et le Conseil de l'Union en 2011 pour la prévention et le combat de la traite de personnes, la protection de ses victimes. C'est un instrument très important que je recommande à votre lecture. Maintenant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 90 comporte 3 articles. Vous voyez, un sur le travail des enfants, le deuxième sur l'exploitation sexuelle et le troisième sur la vente, le trafic et l'enlèvement. Et je pense que c'est important d'avoir cette charte de l'enfant qui, évidemment, prédate la définition de la traite de personnes. Et maintenant, si on passe aux constitutions nationales, je pense qu'il est important aussi de voir que l'Inde, à son indépendance, a adopté une constitution extrêmement importante, et cette constitution a plusieurs dispositions qui interdisent justement l'exploitation de la traite de personnes ou le travail forcé, et qui fait aussi de tous les citoyens indiens des détenteurs de droits égaux, quelle que soit leur religion, leur race, leur caste ou leur classe sociale. Et donc, je pense que cette constitution de l'Inde mériterait d'être réexaminée et d'être pleinement appliquée aujourd'hui. La constitution de la Mauritanie, c'est extrêmement important que cette constitution a un article 13 nouveau qui stipule très clairement: nul ne peut être réduit en esclavage ou à toute autre forme d'asservissement de l'être humain, ni soumis à la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Ces pratiques constituent des crimes contre l'humanité et sont punis comme tels par la loi. Crimes contre l'humanité, c'est d'ailleurs une référence au statut de Rome de 1998, et qui dit que, effectivement, dans certaines circonstances, la traite des êtres humains peut constituer un crime contre l'humanité. Maintenant, la Constitution de l'Afrique du Sud, qu'elle a adoptée après la fin du régime de l'apartheid en 1996, comprend un article 13 interdisant l'esclavage, la servitude et le travail forcé. Je pense que c'est aussi un élément très important. Les plans d'action nationaux. Les plans d'action nationaux, comme vous voyez ici,
je vous donne la référence sur le site Christus Liberat, où nous en avons rassemblé 30. 30 plans d'action nationaux. Et ces plans d'action nationaux, évidemment, sont spécifiques à chaque pays. Là, on cite l'Albanie, l'Australie, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, la Belgique, le Cambodge, la Chine. Mais il faut aussi savoir que la France a adopté 2 plans nationaux, la Suisse a aussi adopté un plan national, et que ces plans sont extrêmement importants, tant pour la sensibilisation que justement pour amener une coopération au sein des différents ministères ou même du gouvernement et de la société civile pour lutter contre le trafic de personnes. Maintenant, le droit pénal. Il est évident que le droit pénal est très important parce qu'il faut aussi que les juges aient une définition claire, non seulement d'un traité international comme le protocole de Palerme, mais je pense aussi qu'il y ait une définition claire en droit interne de chaque pays pour pouvoir non seulement identifier les victimes, identifier les trafiquants, mais aussi donner aux trafiquants des peines qui sont appropriées à l'ampleur du crime. Et puis aussi peut-être permettre aux victimes de pouvoir bénéficier de réparation. Maintenant, les valeurs morales, les normes morales. Il est évident que de nombreuses organisations religieuses dénoncent la traite des êtres humains et assistent les victimes. Et une déclaration commune des chefs religieux contre l'esclavage moderne a été adoptée à Rome le 2 décembre 2014 par des représentants bouddhistes, chrétiens, juifs et musulmans. Comme vous voyez, on voit le pape François, on voit l'archevêque de Canterbury, on voit des responsables religieux musulmans, hindouistes, orthodoxes, et c'est donc cette déclaration qui a été adoptée le 2 décembre 2014 où tous ces dirigeants s'engageaient au nom de leur communauté non seulement à condamner, mais à abolir la traite de personnes pour 2020. Peut-être un peu optimiste. Mais enfin, disons que là, on a un texte qui est clair et qui est intéressant parce qu'il engage des confessions qui couvrent l'ensemble pratiquement de la planète. Maintenant, comme vous voyez, il y a non seulement des dirigeants qui s'engagent, mais il y a aussi des communautés religieuses qui essayent de s'engager dans l'action au niveau local et qui donc publient, comme c'était le cas ici à Washington, aux États-Unis, Washington DC, qui publient des ressources pour la prière et pour l'action. Les écritures saintes de diverses religions, y compris chrétiennes bien sûr, et juives, contiennent des normes défendant la vie et la dignité humaine et par conséquent interdisant la traite des êtres humains. Pour l'Église catholique, en septembre 2015, le pape François avait déclaré devant l'Assemblée des Nations Unies que le phénomène de l'exclusion sociale et économique, avec ses tristes conséquences de traite d'êtres humains, de commerce d'organes et de tissus humains, d'exploitation sexuelle des enfants, de travail esclave, y compris la prostitution, ne peut être contré simplement par un nominalisme de déclaration, à effet tranquillisant sur les consciences. Nous devons veiller, concluait le pape, à ce que nos institutions soient réellement efficaces dans la lutte contre tous ces fléaux. Et c'est ainsi que, après plusieurs consultations, en 2019, le pape François a publié des orientations pastorales sur la traite des êtres humains, disponibles en anglais, en français, en italien, dans beaucoup d'autres langues, afin de fournir aux évêques catholiques une relecture de la réalité de la traite des personnes et une compréhension qui motive et soutienne le combat qui s'impose à long terme. Les orientations sont destinées aux diocèses, aux paroisses, aux congrégations religieuses catholiques,
aux écoles et universités, aux organisations catholiques et autres de la société civile et à tout groupe désireux de réagir. Outre leur mise en œuvre dans des programmes locaux et la collaboration à distance, les orientations offrent également des points clés pour les homélies, l'éducation et les médias. En outre, le groupe de Santa Marta, approuvé par le pape François, a été créé en 2014 pour promouvoir la coopération entre l'Église catholique et la police dans la lutte contre la traite des êtres humains. Et comme vous voyez, il y a aussi des religieuses bouddhistes et des religieuses catholiques qui travaillent ensemble en Thaïlande pour lutter contre la traite de personnes dans le cadre de ce groupe de Santa Marta. Historiquement, certains ordres religieux ont été créés dans le but spécifique de libérer des esclaves, comme l'ordre trinitaire fondé en 1098 en France. Aujourd'hui, de nombreuses congrégations religieuses catholiques, en particulier féminines, s'efforcent de prévenir la traite des êtres humains, d'informer le public et d'aider les survivants, que ce soit en Afrique, dans les Amériques, en Asie et en Europe. Le monde protestant aussi est très actif. Et d'ailleurs, parmi les églises protestantes, citons en particulier l'Église d'Angleterre, avec l'archevêque Justin Welby, qui s'est engagé depuis longtemps à dénoncer et à combattre la traite des êtres humains, à relever l'initiative Clower, qui permet au diocèse de l'Église d'Angleterre et à des réseaux d'églises plus larges de sensibiliser à l'esclavage moderne, d'identifier les victimes et d'aider à fournir un soutien et des soins aux victimes. De nombreuses communautés juives et musulmanes promeuvent des valeurs afin de prévenir la traite des êtres humains et de protéger les victimes. Et voici un recueil de textes sortis par une agence des Nations Unies, l'Office des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies de la lutte contre la drogue et le crime, combattre la traite de personnes selon les principes du droit islamique. Et maintenant, voici aussi quelques citations de la Torah, de la loi hébraïque, et qui citent évidemment que le Lévitique, qui cite le Talmud de Babylone, et qui cite aussi des rabbins du XIXe siècle. Mais aussi un très intéressant manuel pour les communautés israélites qui est sorti aux États-Unis et dont je vous recommande vivement la lecture. Et vous voyez, qui rappelle l'expérience israélite, l'expérience du peuple d'Israël d'avoir été victime de l'esclavage en Égypte. Ensuite, la nécessité pour la Torah, pour la loi israélite, de protéger les plus vulnérables dans notre société, d'assurer un traitement correct aux travailleurs. Et puis, rappelons que tout être humain, toute personne est créée à l'image de Dieu et que aucune personne ne peut être l'esclave d'une autre. Et puis la prohibition, l'interdiction d'acheter des biens qui seraient produits d'une manière non éthique. Et enfin, la rédemption, le rachat des captifs, et enfin pour aider aussi non seulement à libérer les esclaves, mais aussi à prendre soin des survivants, les aider à avoir accès à des services sociaux et à surmonter le choc, la tragédie dont ils ont été victimes. Maintenant, il faut dire que d'autres types de normes peuvent également être mentionnés. Par exemple, les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui ont été adoptés par une conférence internationale à Vienne en 1965 et qui peuvent être utilisés dans la lutte contre la traite des êtres humains par les organisations humanitaires, pas simplement du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
dans des situations de catastrophe et de conflit armé. Un autre exemple pourrait être les principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme, élaborés par l'ONU en 2011. Ces principes sont examinés chaque année lors du Forum des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme. L'édition 2020 se tiendra virtuellement du 16 au 18 novembre de cette année. Maintenant, propositions pour les prochaines étapes. Alors que vous voyez, il y a 3 grandes propositions. Sensibiliser, former, prévenir, protéger, poursuivre, réhabiliter. Alors, disons que la traite des êtres humains est en augmentation. Il est donc urgent d'y remédier. Il faut, premièrement, sensibiliser le grand public et les professionnels, que ce soit des gouvernements, des organisations internationales, des entreprises privées. Deuxièmement, former sur les instruments internationaux, sur ces dispositions nationales et sur ces normes morales et religieuses. Troisièmement, prévenir la traite, protéger et réhabiliter les victimes, poursuivre les trafiquants. Quatrièmement, établir une coopération et des partenariats publics-privés, y compris avec les organisations confessionnelles. Cinquièmement, soutenir les initiatives nationales et internationales établissant la responsabilité sociétale des entreprises concernant la traite des êtres humains. En exemple, l'initiative populaire suisse, initiative multinationale responsable qui sera votée le 27 septembre 2020. En 2010, le gouvernement suisse a soutenu l'organisation ICOCA qui a développé un code de conduite pour les prestataires de services de sécurité privée. Ce code comprend l'interdiction de la traite des êtres humains, article 39, du travail forcé, article 40, et des pires formes de travail des enfants, article 41. En 2015, le Royaume-Uni a adopté le Modern Slavery Act, un cadre juridique de premier plan. Le gouvernement britannique, avec d'autres gouvernements, a publié en 2017 un appel à l'action pour mettre fin à l'esclavage moderne et au trafic forcé et au trafic de personnes. Et suite à cette approbation, le gouvernement britannique, avec les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a adopté en 2018 les principes pour guider l'action gouvernementale à la lutte contre la traite des êtres humains dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. En conclusion, il existe une convergence et une synergie entre les normes morales, religieuses et autres, la législation nationale, les traités régionaux et universels, ainsi que les textes non contraignants de soft law, tels que les déclarations et les résolutions. Ce qui est essentiel, c'est de s'assurer de la volonté politique des gouvernements et de la pression de la conscience publique sur les entreprises pour que ces normes protégeant la vie et la dignité des êtres humains, y compris les victimes de la traite des êtres humains, soient pleinement appliquées. Merci de votre attention.